Cette semaine, la fine équipe de RLM vous emmène à la découverte d'Apple Music. Que vaut le nouveau service de streaming d'Apple? Maquillage de Beats Music ou réelle innovation? Qu'en est-il de son business model ou de son placement par rapport à la concurrence? Débat, bienvenue à tous dans On refait le Mac alias RLM, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. On va parler cette semaine d'Apple Music. Un bref rappel, on a un sponsor ce soir, on en profite. La Société Générale qui, après une Apple Watch la semaine dernière, vous offre cette semaine un pack SG Box So Music, c'est d'actualité, avec Apple Music, qui vous donne accès au streaming illimité via So Music. 5 accès ce soir sont à gagner. Accès à tout le catalogue, notamment d'Universal Music, pour plusieurs accès en famille ou avec ses amis. Et puis en plus, ça intègre les radios, vous allez voir, c'est très sympa. Des playlists, du streaming ou encore, et bien sûr, le tout sans connexion. Vous aurez également dans la box une coque de protection iPhone, un casque audio, un chargeur de secours pour smartphone et une clé USB. Tout ça, c'est à remporter en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Soyez attentifs avec cette semaine avec nous en plateau pour discuter, pour commenter, pour analyser l'annonce d'Apple Music. Paul Rony, notre anthropologue du Mac et également le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va bien? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal. Bien, en duplex depuis son bureau, il est courageux ce soir. Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, écoute, ça va très bien de mon côté. J'en profite aussi parce que j'ai déjà la parole pour faire une petite dédicace à quelqu'un qui nous suit sur Twitter et dans notre groupe On refait le Mac sur Facebook et qui s'appelle Yes We Pen et qui nous fait des dessins géniaux et très rigolos. Donc merci à lui, ça valait bien ça. Voilà, et puis la semaine dernière, on vous a promis qu'on allait vous dévoiler cette semaine pour la dernière émission de la saison dont on refait le Mac le visage sans cryptage de Monsieur X. Roulement de tambour, attention, 3, 2, 1, Monsieur X. Ah oui, il est un peu jeune, Monsieur X. Qu'est-ce qui vous est arrivé sur cette photo? Ah, vous êtes déjà fan de téléphone apparemment. Il est mignon. Ouais. Absolument, c'était mon iPhone quand j'avais 3 ans, comme quoi voilà. Tout n'est que destiné dans la vie. Donc le mystère commence un petit peu à s'éclaircir d'émission en émission. Voilà, vous avez Monsieur X sans farbe, il était mignon, hein, il était tout joufflu, mais on voit pas ses oreilles là. C'est dommage. Bon, presque, on a failli voir Monsieur X, hein, c'était évidemment un joke. Autre invité, autre historique dans On fait le Mac, Monsieur Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur en stratégie numérique. Bonjour Rodrigo. Je crois que tu as fait un raccourci. C'est entrepreneur ou consultant / conseiller en stratégie, tout court. Oui, ouais, c'est la dernière. Hein. On fait un pack. Bien. Sachant que Rodrigo est un grand fan de la musique en streaming. Hein. Tu es un vieux, hein, entre guillemets, utilisateur de Spotify. Je suis un utilisateur de Spotify avant même qu'ils ouvrent la bêta en public. J'étais allé voir Daniel Ek à Stockholm, donc en Suède. Le fondateur de Spotify. Le fondateur. Je suis toujours extrêmement déçu qu'ils ne proposent que la qualité, haute qualité comme ils disent, en 320 kg. Si on pouvait avoir mieux, ça serait top. Tidal l'a proposé, on ne sait pas où ça va aller. Non, pas trop vite, on va en parler. Et du coup, je suis équipé de toutes sortes de matos IFI à la maison, y compris ce truc-là. Hop, je reviens. Pour avoir un meilleur son sur le Mac. C'est juste une carte son externe. Hein. Ouais, il est bien équipé, ce Rodrigo. Et on avait besoin d'un expert, un autre expert en fait le Mac, de tout ce qui s'agit de musique et notamment de téléchargement et de musique en streaming. Il s'agit de Julien Audara d'Orange. Bonjour Julien. Salut Olivier, salut tout le monde. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui auraient vu les épisodes précédents, Julien intervient de temps en temps dans On refait le Mac parce que c'est un ancien de Warner Music, si je ne me trompe pas, mais également un ancien de Warmy, hein, ce qui est devenu, qui était le premier service de streaming d'Orange, qui a été racheté depuis par Deezer. C'est bien ça, Julien? Exactement. Voilà, donc exactement. Tu es un observateur attentif et un professionnel de la profession, donc tu vas nous être bien utile ce soir pour commenter Apple Music. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite de faire un point sur le chiffre de la semaine avec Paul Rony. Alors Paul, quel est le chiffre de la semaine? Le chiffre de la semaine, cette semaine, c'est un gros chiffre puisqu'on va parler de 800 millions. Enfin, c'est une estimation. Hein. Apple a en effet en sa possession, on va dire, entre 500 et 800 millions de compte iTunes, c'est-à-dire de cartes de carte bancaire. Oui, voilà, de cartes de crédit liées à un compte iTunes. Et comme on va parler de son nouveau service de streaming, on va voir que ça pourrait lui être très utile et effectivement décisif. On va comparer ça avec un des plus grands acteurs du marché actuellement qui est Spotify. Apple vise donc 100 millions d'abonnés d'ici un an à peu près avec Apple Music et on voit que Spotify a 60 millions d'abonnés actuellement. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, sauf que le problème c'est ça.
Seulement 16 de ces 60 millions d'abonnés payent un forfait à 10 € par mois. C'est très très peu et on parle ici mondialement. Donc comment les artistes et les maisons de disques peuvent-elles gagner de l'argent avec le streaming? C'est la question à laquelle on va aussi essayer de répondre au long de cette émission. Ouais. On a bien compris ce qui Apple, et ce sera la première note de la soirée, Apple ne propose pas de solution gratuite pour écouter du streaming comme Spotify ou Deezer. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui fait que la progression, Julien, la progression d'un Spotify a été plus lente qu'espéré en termes d'abonnés payants? Si on compare par exemple à un Netflix qui a près de 80 millions d'abonnés aujourd'hui payants dans le monde. Non, je crois que la vraie différence entre Spotify et enfin la complexité avec Spotify, c'est que la musique on peut l'avoir gratuitement. Jusqu'à pas longtemps, Groove Shark, qui est un site de streaming qui existait depuis 10 ans, existait, est mort et est réapparu la semaine d'après. Il y a YouTube qui est gratuit, qui a un catalogue gigantesque. Et faire une playlist sur YouTube, c'est quand même super pratique et ça marche bien. La qualité est plutôt pas mauvaise. Donc le vrai problème est là. Le problème, c'est que tout ce qu'il y a sur Spotify, tout ce qu'il y a sur Deezer, tout ce qu'il y a sur whatever, comme on dit, est disponible gratuitement. D'accord. Voilà. Donc toujours le même problème. Ça n'incite pas les gens de manière générale à mettre la main à la poche, c'est bien ça. Ne met la main à la poche que celui qui en a vraiment besoin. Ouais. Ou celui qui a vraiment les moyens. Ouais. Je te donne un exemple. Oui, vas-y. Moi, j'ai des Sonos à la maison. Si j'ai pas de service de streaming, l'utilisation de mes Sonos est quand même extrêmement complexe. Ouais. Tout ce qui est donc enceinte connectée à la maison en Wi-Fi. Hein. Par exemple. Ouais, par exemple. Monsieur Rodrigo, pardon, on le disait à l'instant, on a l'impression que la stratégie tu le disais en préambule, tu as rencontré le fondateur de Spotify, et de grossir le plus vite possible, quitte à avoir le maximum d'abonnés, tant pis pour le chiffre d'affaires. Tout ça, c'est peut-être très bon pour Spotify, mais est-ce que c'est vraiment bon pour le business, à savoir les maisons de disques et les artistes? Et d'ailleurs, Apple en gagne. Si mes souvenirs sont bons, pour les résultats de 2014, ils ont annoncé 8 milliards d'euros sur la musique, sur iTunes. Ouais. Mais là, milliards de dollars. Ouais, je posais la question à Rodrigo, lui qui a rencontré le fondateur de Spotify. La stratégie de croissance des responsables de Spotify est bien différente de celle d'Apple. Ils doivent grossir. Et comparé aux 80 millions payants de Netflix, je le disais en préambule, il y a un écart énorme, Rodrigo. Ils veulent avant tout vendre la start-up, c'est ça l'objectif de Spotify? Ouh, je crois que tu fais un peu beaucoup de raccourcis. Le premier, c'est que moi j'ai rencontré Daniel quand je suis allé le voir, c'était avant le lancement de la bêta, c'était il y a 6 ans ou 7 ans, et il ne s'est pas confié sur sa stratégie, il est dans 7 ans dans le futur. Là, ça fait quand même un petit peu de temps que je ne l'ai pas vu, donc je ne sais rien sur sa stratégie à lui. Deuxièmement, est-ce que c'est revendre Spotify sa stratégie? Il est financé... non, mais il est financé par énormément de capitaux. Il a enlevé plusieurs centaines au début, donc on l'a vu passer à 100 millions, etc. On l'a vu passer à 570 la semaine dernière, millions. Les investisseurs qui mettent de l'argent dans une boîte, c'est pour le récupérer. La moyenne de sortie en ce moment, c'est 7 à 8 ans, si on regarde les stats américaines dans le capital risque, à partir du premier tour. Donc des gens sont là pour un moment pour sortir. Maintenant, Spotify ne fait que ça, ne fait que de la musique. C'est son seul métier. Ils vont probablement rajouter un peu de vidéo, parce que Tidal a sorti un peu de vidéo, mais il faut essentiellement de la musique. Apple fait plein d'autres choses. Et si tu regardes le chiffre d'affaires d'Apple, c'est essentiellement du téléphone, ce qu'ils font. Donc, c'est quelque part une activité connexe chez Apple, faire de la musique, alors que nos amis ne font que ça. Maintenant, la bataille, c'est sur quoi? C'est sur l'argent. Je ne suis pas sûr. Si on se souvient dans le temps, Last.fm, qui faisait quasiment 0 chiffre d'affaires, a été vendu pour près de 300 millions, et c'est comme ça qu'on a vraiment lancé Index Ventures, un fonds de capital risque. On va peut-être présenter quand même l'offre d'Apple Music, faire un petit point, Paul. On l'a dit en préambule, donc Apple n'a pas forcément révolutionné le marché, il a repris un petit peu les formules des autres acteurs du marché avec un abonnement mensuel, 9,99 € par mois. Et il n'y a pas donc d'offre gratuite, il n'y a pas la possibilité d'écouter sur son Mac ou sur son iPhone des morceaux de musique à la demande comme c'est possible chez Deezer ou Spotify.
Par contre, il y a une offre de radio, c'est ça, c'est comme ça qu'Apple a réussi à botter en touche. Hein. En fait, Apple a réussi à botter en touche de deux manières. Donc d'abord, effectivement, cette radio qui est censée donner à ce qu'on appelle les curateurs. Et on comprend maintenant l'embauche de DJ de renommée pour animer cette radio, puisque de ce qu'on a pu lire sur les sites américains notamment, puisque Apple Music n'est pour le moment pas disponible en France et il ne sera probablement pas disponible le 30 juin, hein, on en est désolé. Apple mise énormément sur cette manière de faire découvrir et écouter la musique. C'est-à-dire qu'Apple ne veut pas simplement proposer, elle veut aussi s'inscrire dans un système d'habitude. Proposer de la musique par rapport à vos goûts, vous faire découvrir des choses et avoir une valeur ajoutée par rapport à cela. La deuxième manière d'avoir une valeur ajoutée pour Apple, c'est d'avoir capitalisé sur la fonction Family d'iOS et d'avoir exporté cette fonction Family à Apple Music et d'être sur ce plan-là quasiment 10 € moins cher, 15 € moins cher que Spotify. En clair, ce que tu es en train de nous dire, ce qui est l'app killer, la fonction killer d'Apple Music, c'est son prix en mode famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a plusieurs membres de sa famille qui veulent écouter de la musique, ça augmente le prix de l'abonnement bien sûr. Avec Apple, ce n'est pas nécessaire. Avec Apple, 14,90 € pour 6 membres de famille, c'est ça? Pour 6 personnes, 14,99 €. 15,90. 15,99, désolé, petite erreur de frappe, pour 6 personnes contre 29,99 chez Spotify pour 5 personnes. Donc quasiment quand même, c'est le double chez Spotify. Donc peut-être que là, on rappelle que tout ça, c'est le fruit d'une négo avec les ayants droit. Ouais. Les ayants droit avec les maisons de disques, ce qui n'est pas forcément. C'est ce que je dis. Les ayants droit, les maisons de disques font partie des ayants droit producteurs. Ouais. Et j'imagine que cette négociation a dû être particulièrement compliquée. L'enjeu pour Apple, c'est de convaincre les maisons de disques, et apparemment ils ont réussi, que Apple était la seule marque apte à faire payer les utilisateurs, contrairement à Spotify ou Deezer. Mais n'allons pas trop vite. Concrètement, comment ça marche aujourd'hui? L'originalité également, Paul, c'est que Apple n'a pas refusé, n'a pas choisi un système par rapport à un autre, n'a pas fermé iTunes et ses téléchargements qui gagnent encore pas mal d'argent, même beaucoup. On a la possibilité à la fois de télécharger et d'écouter en streaming. Exactement, donc en fait l'iTunes Store ne ferme pas, mais Apple Music vient non pas suppléer, mais compléter. C'est-à-dire qu'en fait là on se retrouve avec pléthore de services, ça va être assez difficile de s'y retrouver. iTunes Match reste, lui, un service détaché pour lequel il faut payer un abonnement également. Vous savez, c'est ce service qui se permet de retélécharger les fichiers qui, par exemple, vous avez importé un CD dans votre bibliothèque iTunes. Si iTunes le trouve dans le cloud, il va retélécharger les fichiers depuis les serveurs d'Apple. Voilà, donc ça reste indépendant. Apple Music vient s'ajouter à cela. En fait, c'est vraiment Beats Music accolé aux anciennes fonctions des services d'Apple. Qu'est-ce qui a changé sur Mac? J'ai iTunes, donc j'ai toujours mes morceaux téléchargés. Il y aura un onglet Apple Music. Et il y a un onglet Apple Music pour écouter en streaming. D'ailleurs, je pouvais passer d'un morceau téléchargé à un morceau en streaming sans m'en rendre compte dans mes playlists, donc ça ne change pas. Et sur l'iPhone et l'iPad, j'ai une nouvelle application, une nouvelle version de musique qui était auparavant iTunes, mais qui a été rebaptisée sur iOS. C'était iPod. iPod, tu as raison. Et qui également permet de jongler, de passer du streaming aux morceaux enregistrés, aux morceaux qu'on a achetés, qu'on possède vraiment. C'est même pas jongler, c'est que ça doit être complètement transparent pour l'utilisateur. Monsieur X, ça c'est véritablement un modèle totalement différent, à l'opposé de ce que fait Spotify aujourd'hui et Deezer. Il y a, à ma connaissance, en France en tout cas, qu'un seul équivalent, c'est Qobuz. Absolument, voilà, je ne sais pas s'il faut en dire plus, mais en tous les cas, c'est la voie qu'a choisi Apple. Voilà, et moi je pense que ça peut marcher. Maintenant, l'intérêt du service, c'est peut-être pas tant dans l'offre musicale que dans le fait effectivement qu'elle soit intégrée avec notre écosystème Apple, première chose. Et deuxièmement, qu'en termes de prix, pour une fois peut-être, l'offre d'Apple, a priori, soutient la comparaison avec d'autres services qui font grosso modo la même chose, comme Deezer. Je vais donner un exemple très simple. Moi, je suis chez un opérateur où je paye un abonnement mobile. Il y a 10 heures inclus dedans et ça me coûte à peu près 10 €. Voilà, je suis un fan d'Apple. Pourquoi je continuerais avec cette offre de mon opérateur alors qu'Apple Music va sortir pour le même prix? C'est mieux intégré avec ma bibliothèque iTunes, bien sûr. Et pour 4 ou 5 € de plus, je vais avoir mes 2 filles et ma femme qui vont en profiter. Et ça, je pense que ça va être la force d'Apple. C'est de faire ce petit pas pour nous convaincre que le service 1 est mieux parce que mieux intégré avec nos iPhones, iTunes, nos Mac, nos PC. Et deuxièmement, parce qu'il y a cette partie radio, on verra ce que Julien va en dire, mais moi qui me séduit pas mal, comme Genius me séduisait par exemple avec iTunes ou d'autres fonctions dans Spotify et Deezer, c'est toute la fonction de découverte de la musique. Mais là, le fait d'avoir des DJ entre guillemets de renom faire du live, moi je trouve ça assez séduisant.
Bon, maintenant, c'est une fois de plus pas une killer feature. Les autres pourront le copier assez facilement, je crois. Ouais, du coup, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Hick, Julien, on comprend pourquoi Eddy Q, lorsqu'il a fait sa présentation, n'a pas souhaité qualifier son service de streaming, puisqu'en fait, le téléchargement continu, c'est de la musique dans le nuage. Simplement, les droits sont à vie si on l'achète ou sont provisoires si on le loue. C'est bien ça, Julien. En gros, c'est à peu près ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché du téléchargement est encore profitable et il y a encore des relais de croissance? Le marché du téléchargement, je ne sais pas s'il est profitable, mais en tout cas, il existe. Si Apple annonce 8 milliards, c'est qu'il existe. 8 milliards, on peut faire des trucs avec 8 milliards. Le streaming est en train de grossir. Je me méfie toujours des chiffres, donc il faut voir avec le temps ce que ça va être le streaming. Bottom line, je suis assez d'accord avec Monsieur X. Le pack famille, alors c'est vraiment pour moi la killer feature, la seule killer feature, et Genius, que j'aime beaucoup sur iTunes en général. Le pack famille, peut-être que c'est un truc très américain, hérité d'autres packs famille qu'on trouve aux États-Unis sur de l'internet, sur du mobile, etc. Quelque chose qui est beaucoup moins présent en Europe, en tout cas que je vois moins. Le choix d'Apple de botter en touche par le mode radio, est-ce que tu crois que ça peut être un produit d'appel suffisant pour convaincre les gens de se convertir, pour les inciter à aller vers le streaming via iTunes, puisque simplement on lancera tout le monde à iTunes sur son Mac ou sur son iPhone aujourd'hui? Je sais pas, les seules rumeurs, il y a une rumeur qui était qu'Apple voulait négocier à 5 € le mois, c'est qu'il y a un problème de prix. Ouais. Donc si c'est à 10 € partout, il y a un problème de prix. Si moi, ça fait 4 ans ou 5 ans ou 6 ans que je suis sur Deezer ou sur Spotify, que j'ai toutes mes playlists, tout qui est connecté et j'ai l'habitude de l'utiliser, je ne switcherai jamais sur Apple. Oui, là, c'est un vrai problème. Après, attirer des gens avec des offres comme ça, pourquoi pas? Très honnêtement, je suis assez dubitatif. Pour une fois, Apple sort un truc qui me convainc pas. Ah bon? Bah voilà, je suis pourtant un Apple freak, j'ai acheté l'Apple Watch. J'ai un iPhone 6 Plus, j'ai un Mac, j'ai tous les trucs de chez Apple, et ben pourtant ça me convainc pas. En plus, ils osent dire c'est revolutionize your music. Alors ça, c'est It's a Revolution, c'est oui, ça le fait plus. Et alors, inventer, ils ne font que reprendre les méthodes éprouvées des concurrents qui ont été vraiment des précurseurs, en l'occurrence Spotify. Oui, comme si le reste n'existait pas, comme si les autres n'existaient pas, comme si le piratage n'existait pas. Et surtout, on est peut-être hors sujet, mais la prestation de Jimmy Iovine, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, oui. C'était assez exceptionnel. Il lisait son prompteur, c'était pas préparé. Je pense qu'il y croyait qu'à moitié lui-même. Ouais. Ça n'a pas été emballé. Et voilà, ça faisait pas le job. Le truc qui m'a vraiment intéressé là-dedans et dans Apple Music, c'est, mais vous en avez déjà parlé dans RLM, donc on va pas rester dessus, c'est pourquoi Apple a racheté Beats et pourquoi ils ont gardé la marque Beats Music. Et au fond, moi, ça m'intéresse. Pourquoi ils ont racheté Beats? Parce qu'après tout, c'est vrai qu'ils auraient pu lancer eux-mêmes leur propre service. Ils auraient pu le lancer, sauf que je pense qu'ils avaient besoin d'un iTunes neuf. Je pense qu'iTunes était devenu impossible à maintenir. Que ça devait être une galère monstrueuse. Que iTunes, pour ingérer un catalogue, et ça depuis le départ, il faut 3 à 4 semaines pour ingérer un album. En tout cas, il fallait. Pour le mettre je pense que pour le vendre sur iTunes. Voilà, et ils ont acheté une marque, ils ont acheté une légitimité et quelque chose pour remplacer iTunes, enfin la partie musique d'iTunes qui était devenue impossible à maintenir. Ouais. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ils sortent Apple Music et je suis extrêmement dubitatif. Ouais. Extrêmement dubitatif. Moi, j'y vais pas aujourd'hui. Il tue pas pourtant iTunes, puisqu'on l'a dit, le téléchargement demeure, iTunes est toujours là et on accède en web au contenu de streaming. Je me tourne vers Rodrigo, on le disait en préambule de cette émission, jusqu'à 800 millions de cartes bleues, est-ce que c'est pas ça l'app killer qui va faire que les gens vont naturellement se mettre à Apple Music? Pourquoi? Parce qu'on a tous un compte iTunes, on va tous être tentés d'essayer Apple Music, surtout qu'il y a 3 mois qui sont gratuits, on ne l'a pas précisé, et que forcément c'est quand même un super argument pour essayer un nouveau service, Rodrigo. Bah, clairement, les liens avec la carte bancaire sont évidents. Et puis, c'est une force de frappe marketing extraordinaire. Donc, Apple va pouvoir faire du cross-marketing à toutes les sauces avec
son service musical. Maintenant, il faut que l'expérience soit bonne, ce qui n'est pas gagné. Donc on a vu qu'ensemble qu'au niveau du prix, Apple ne diffère pas forcément de la concurrence. On a vu que peut-être que c'était au niveau de l'offre familiale. On a vu que l'argument des cartes bancaires en préambule, c'était un argument fort. Que ce soit Jimmy Iovine ou que ce soit Eddie Q, ils ont beaucoup insisté sur le fait que derrière Apple, derrière l'offre de programmation, de personnalisation d'Apple Music, il y avait des humains qui sont plus fins en termes de ressenti pour créer des playlists vraiment sur mesure pour ces utilisateurs que simplement des algorithmes. Est-ce que du côté de Spotify, du côté de Deezer, est-ce que véritablement on n'utilise que des algorithmes ou effectivement on affine un petit peu les playlists, on affine un petit peu ce type de discours comme le propose aujourd'hui Apple, Rodrigo ou Julien? C'est sûr. C'est purement un argument marketing celui d'Apple. Ouais, ils ont pris des gros noms pour faire la radio, c'est super. Mais enfin, il y a un truc qui est pas clair quand même. J'adore Apple. Une fois, c'est pas un truc à charge, mais c'est pas clair. On arrive avec nos gros sabots, et avec nos millions, et puis on va faire la révolution dans des trucs qui existent déjà. Et je serais pas. Vous trouvez pas ça bizarre? Enfin, c'était ça ou mourir, quoi. C'était ça. Ils auraient pu y arriver bien avant. Mourir. Dans la musique, en tout cas. Mourir avec 300 milliards en banque. Enfin, non, dans la musique. C'est ça ou fermer iTunes et comme ils ont fermé d'autres services parce qu'ils l'ont pas développé. S'ils laissaient encore un jachère une année de plus, on avait bien vu cette année puisqu'on a fait déjà une émission en début d'année, en début de saison sur la musique avec Yves Rezel de Quebuzz, qu'aujourd'hui on était à un croisement où les courbes de Spotify sont comme ça et celles d'iTunes elles se croisent. Donc c'est en termes de rendez-vous le bon moment pour Apple de s'y lancer. Enfin, non, elles se croisent pas encore. Pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de revenus générés par le streaming et de revenus générés par le téléchargement, oui, il y a un croisement, Julien. J'en suis resté à l'étude de l'an dernier de PricewaterhouseCoopers. Ouais. On n'y était pas encore, pas dans leur projection. Je l'ai là sous les yeux. Ouais. Mais bref, oui, c'est bien qu'ils y aillent, c'est super. Je suis juste un peu. Vous ressentez ma frustration et ma déception. Il y a des curateurs partout. Eux, ils en ont fait aussi. C'est super. Ils ont pris des grands noms. Peut-être qu'ils vont sortir des émissions absolument géniales, que tout ce qu'on a vu, c'était un peu de bullshit de Jimmy Iovine et de Drake, mais finalement, c'est vachement bien. Après, ils ont mis plusieurs icônes en une seule. L'icône Instagram, l'icône SoundCloud, l'icône Spotify Deezer, l'icône réseau social dans une seule pour faire Apple Music au global. Peut-être que ça va prendre. C'est un pari avec un risque extrêmement minime pour Apple. Voilà. Encore une fois, je suis pas convaincu et ça m'emmerde d'ailleurs. Pardon, ça m'embête de pas être convaincu à ce point par un service d'Apple. Ouais, en tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que quand on clique, ça joue et que le catalogue sera là. Tout le monde se bat avec des chiffres de catalogue et 15 et 20 et 30 et 35 millions de titres. Voilà. Je pense que en termes de catalogue, ça va le faire. Peut-être que Trumi, ça lui plaît beaucoup. Trumi, c'est Trumster X. Ouais. Alors on va se tourner vers Mister X. Selon toi, l'offre d'Apple à la fois de proposer du téléchargement et du streaming, est-ce que c'est pas ça la solution? On voit bien, les autres services, que ce soit Spotify ou Deezer, ne proposent pas ce genre de choses. C'est uniquement un modèle. Et surtout un modèle qui n'est pas forcément rentable. Est-ce que c'est pas ça la martingale d'Apple, proposer le meilleur des deux mondes? Bah oui, je vais répondre oui après la description qu'a fait Julien, mais moi je suis moins pessimiste que lui. Apple n'a pas trouvé la recette. Apple s'est beaucoup cherché et perdu en faisant, rappelez-vous, un essai de réseau social qui s'appelait Ping dans iTunes. On va parler du réseau social parce qu'il est drôle. Apple s'est beaucoup perdu en multipliant les fonctionnalités, nous a complètement perdu. Moi j'ai fait un tweet sur le sujet après la WWDC en disant mais que deviennent iTunes couplé avec AirPlay, que deviennent iTunes in the Cloud, que devient iTunes Match, que devient iTunes Genius, que devient iTunes, etc. Donc il y a eu des déclinaisons fonctionnelles partout, si bien que plus personne n'était capable de dire comment iTunes marche. On parlait d'iTunes Match, j'ai adoré cette fonctionnalité, j'ai même payé pour, je l'ai fait marcher une fois sur ma bibliothèque. Et après, j'ai jamais eu l'impression que je pouvais la redéclencher. Ouais. Donc, c'était assez frustrant. Et l'arrivée d'Apple Music, voilà, l'arrivée d'Apple Music, c'est vachement bien. C'est dans la même tonalité que la WWDC et des sujets dont on a parlé la semaine dernière. El Capitan, la nouvelle version de macOS 10, ce n'est que juste une version optimisée, mais c'est une super nouvelle. Je vous rappelle que c'est gratuit. iOS 9, ce n'est qu'une nouvelle version qui est optimisé, mais je vous rappelle que c'est gratuit et nos iPhone 4 et 4S vont peut-être vivre. Il faut voir Apple Music comme ça. C'est enfin
une version fonctionnelle, simple et ergonomique d'iTunes, avec de la musique, on va dire, non pas à la demande, mais comme vous voulez. Vous voulez, comme l'avait imaginé Steve Jobs au départ, continuer à acheter votre musique, la posséder, voire la donner et la partager comme fichier physique, c'est important pour vous. Vous pouvez le faire. Vous voulez streamer parce que vous êtes passé à cet usage-là, et il n'y a pas besoin de la fibre pour ça. Hein. Un iPhone avec de la 3G et de la 4G, ça suffit. Vous pouvez aussi le faire. Il y a un habillage éditorial, ça donne un petit peu de vie, et effectivement, ce n'est qu'une proposition de valeur qui est le meilleur des mondes. La différence se fera sur le push marketing d'Apple, mais je crois que Apple se comporte comme Coca-Cola. Coca-Cola a toujours laissé faire Pepsi en termes d'innovation. Pepsi a sorti le Pepsi Light en 65, Coca, le Coca-Cola Light 20 ans plus tard. Et ben aujourd'hui, les parts de marché sont équivalentes. On est plus effectivement dans une adresse ou une annonce qui est pour les consommateurs comme moi que les fans de musique en général comme Julien, ou les fans peut-être de musique pointue et de haute fidélité comme Rodrigo. Donc c'est pas waouh, mais moi ça me plaît, et je finis là-dessus, surtout parce que ça va passer le fameux WAF, Woman Acceptance Factor. La femme va s'en servir les yeux fermés, mes filles vont s'en servir les yeux fermés, je vais avoir zéro problème, et elles arrêteront de me dire « Hé papa, est-ce que tu peux m'acheter le dernier Lady Gaga ?» Eh ben non, stream-le, c'est disponible, et ça va aller tout seul, et je préfère ça plutôt que de voir, comme le disait Julien en termes d'usage, ma fille, des fois, utilisait des sites russes pour pirater les bandes-son de clips vidéo qui sont disponibles sur YouTube. Donc, je vais être content. Tout simplement YouTube, tu l'as dit. Et aujourd'hui, le premier service gratuit de distribution de musique, ça reste YouTube largement de par le monde. Je vous rappelle brièvement notre concours organisé par la Société Générale, qui est en marge de la sortie de sa nouvelle application sur iOS, sur Android, mais également sur Apple Watch, vous offre ce soir une SG Box So Music, c'est d'actualité avec l'arrivée d'Apple Music. Elle comporte 5 accès en streaming illimité, donc à l'offre So Music, une coque de protection iPhone, un casque audio, un chargeur de secours pour smartphone et une clé USB. Tout cela, pour la remporter, il suffit de répondre à la question qui vous sera posée tout dans un instant. En fin d'émission, Muswix l'a abordé il y a un instant, c'est le sujet des réseaux sociaux. Ping, ça a été le principal échec d'Apple de ces 10 dernières années. Ça a été le réseau social qu'avait lancé Steve Jobs en son temps pour concurrencer, pour tuer Facebook en intégrant à iTunes. Il est de retour, voire même peut-être plus impressionnant, Paul, avec... ils essayent. Avec Connect. Avec Connect. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh ben, je ne sais pas. Je comprends pas à quoi ça sert en fait, franchement. Je vois pas pourquoi Apple veut se lancer là-dedans, à part ça sert à rien quoi. C'est utiliser des serveurs pour faire joli. Vraiment, là pour le coup, il y a d'autres services. Instagram. Il y a d'autres services qui le font beaucoup mieux. Instagram, Twitter, Facebook. Franchement, je pense que sur les réseaux sociaux, la concurrence est encore possible. Je pensais plutôt qu'elle viendrait de Google avec Google+, qui me semblait être un vrai nouveau réseau social. Là, bon... Oui, en clair, Connect, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un réseau social qui permet à des artistes de tisser un lien privilégié avec ses fans, la possibilité de publier des vidéos, possibilité de publier des images, des messages, des petits extraits de chansons. Et évidemment, vous avez accès même en mode gratuit via iTunes, mais pour avoir accès véritablement à lire les vidéos, pas simplement s'apercevoir qu'il y a une nouvelle publication et aller vraiment, et pour même les télécharger, il faudra être abonné à Apple Music. Ça nous rappelle quelque chose, Julien, tout cela. C'est un autre grand réseau social qui était incontournable dans la musique il y a quelques années, qui s'est fait bouffer par Facebook, Julien. Facebook. MySpace. MySpace, bien sûr. Oui. On avait tous un MySpace. Est-ce qu'en clair, Apple réinvente MySpace, ni plus ni moins 10 ans après quoi. C'est-à-dire qu'il réinvente Instagram avec du Deezer dedans et du SoundCloud. Est-ce qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui ? C'est ce qu'on dit depuis le début. Apple essaie de faire une proposition globale, et c'est ce que disait ce cher Eddie Q. Une proposition globale avec la musique de l'artiste, les vidéos de l'artiste et un lien avec l'artiste. Donc cette proposition, c'est du ping 6.0 qu'ils sont en train de faire. Et est-ce que ça va prendre ? On ne sait pas. Le seul truc, c'est quand on est fan d'un artiste, savoir qu'un artiste le matin a mis ses chaussettes jaunes comme nous, et ben ça fait plaisir. C'est bête, mais quand on est fan, on aime savoir qu'on porte les mêmes chaussettes que son artiste. Il y a plein de dérivés marketing. Est-ce que c'est à ça que ça va servir ? Il y a Twitter pour ça. Mais au-delà, est-ce que c'est pas un moyen peut-être de promouvoir des jeunes talents ? Est-ce que le streaming est aussi un moyen
de dénicher de nouveaux talents plus facilement qu'auparavant, que ce soit la vente en disque, en boutique de CD ou en vente en téléchargement de MP3. L'avantage là qu'a Apple, c'est marrant en y réfléchissant par rapport à un SoundCloud qui fait ça aussi, c'est qu'il y a des curateurs connus qui pourraient, sur la radio iTunes, que beaucoup de gens risquent d'écouter, aux États-Unis, ça se fait beaucoup d'écouter des radios Internet, spécialisées. Si ces DJ hyper connus qui animent la radio poussent des titres de gens inconnus, comme c'est arrivé avec Eddie Q qui a poussé quelqu'un d'inconnu le soir de la keynote, là ça peut être intéressant pour la découverte de nouveaux artistes. Voilà, c'est une piste. J'imagine que c'est pour ça aussi qu'ils ont fait Connect. Ouais. Rodrigo, ton avis sur Connect, toi qui es un grand fan des réseaux sociaux et de musique? Je vais arriver avec mon côté grumpy à nouveau. Ouais. Je sature des réseaux sociaux. Ça y est. Il y en a trop. Ça fait 10 ans, mais Ouais, non, mais non, j'ai arrêté Twitter il y a 4 ans quand même. Hein. Mais tu satures encore Instagram. J'utilise mes réseaux sociaux pour montrer ce que tu manges. Pour un usage particulier chacun. Non, pour un usage particulier chacun. J'utilise Pass, qui est un truc mort, qui a été vendu le mois dernier à des Coréens, pour multi-poster sur 2 ou 3 autres sites. Ouais. J'utilise Twitter essentiellement pour le business, pour retweeter des articles, des trucs comme ça. À peine, je mets un truc par mois ou 2 sur LinkedIn, très business. J'utilise Facebook pour discuter avec mes copains, et j'utilise pas grand-chose d'autre. Instagram, c'est uniquement pour mettre les photos de bouffe. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai des gens qui suivent la bouffe, mais il y en a pas qui suivent la bouffe. En tout cas, t'as de l'appétit. Voilà. Donc qu'est-ce que je consulte pour lire? Je consulte Instagram un petit peu, mais dès que des gens commencent à mettre trop de choses, et en particulier si c'était des stars de la musique, je les enlève, parce que ça sature, il y a trop de choses. J'utilise que Facebook, et encore Facebook filtre énormément ce qu'il vous propose, donc on voit presque rien, donc il faut aller voir les personnes ou se créer des listes personnalisées. Ouais. Donc, non, Yet Another Social Network, c'est pas pour moi. En clair, il n'y a pas de place aujourd'hui pour un nouveau réseau social. Même si on dispose, on l'a vu déjà dans le passé, quand iTunes était incontournable, d'une force, une place incontournable comme l'est Apple aujourd'hui dans la musique. Écoute, je dirais pas ça, il y a forcément de la place. Mais tu vois, je me suis abonné et très vite désabonné, par exemple, de Songkick, qui te dit juste un truc utile. Alors, tu imagines les réseaux sociaux qui sont pas utiles, mais un truc utile qui te dit quand sont les groupes que tu aimes bien jouent dans ta ville. Et même ça, je regarde pas, c'est trop d'infos, et puis finalement, ça m'intéresse pas. Donc, je suis probablement pas la bonne cible pour les gens qui aiment vraiment la musique, mais voilà, non, un service de musique, c'est fait pour me permettre d'écouter de la musique en haute qualité, éventuellement pour fouiller un petit peu plus derrière. Il y avait des services qui proposaient, tu vois, plein de add-ons, donc des vidéos, des concerts en live, des choses comme ça, les paroles, les lyrics, tout ça. Spotify le fait déjà assez bien d'ailleurs. Il y a sur Connect par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été assez violent. Un truc auquel on n'a pas pensé, c'est que Ping, à l'époque où il était sorti, l'iPhone en était à peine à ses balbutiements. Il existait, il existait quasiment pas. Donc, est-ce que là, avec Connect, Apple n'a pas appris et elle propose quelque chose en fait, c'est imaginons un scénario d'usage tout bête, j'écoute de la musique de tel artiste, il me plaît, je vais voir sa page et effectivement là, je me laisse entraîner. Et quelque part, c'est peut-être un réseau social qui a plus de force d'entraînement que d'autres, mais qui est quand même ultra ciblé, très encapsulé dans une application et sur lequel, au final, l'utilisateur ne va pas vivre, mais il va voir vivre. Donc, c'est un peu, pour moi, je le mettrais un peu dans la même démarche, dans le même cadre que News, en fait. Des espèces d'applications très épurées, où on veut un cadre graphique. On l'a vu, il y a des chartes graphiques extrêmement belles, très travaillées pour les artistes connus, encore une fois. Donc, c'est pas pour le petit artiste du coin qui va se faire repérer, malheureusement. Lui, il aura toujours plus de chance sur SoundCloud. Mais il y a un petit effort, on va voir si ça va prendre ou pas, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Il n'y a pas d'innovation technologique, on l'a dit, autour de nos amis d'Apple Music. Simplement, Apple, on l'a dit, c'est aligné sur les autres. On sait qu'aujourd'hui, Julien, pas mal de plateformes essaient d'en proposer plus en matière de qualité de musique, en matière de qualité CD notamment, du 320 kilobits, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, contre du 256 chez Apple. Pour Apple. Apple n'a pas vraiment communiqué sur le sujet. On aura la surprise le 30 juin. Si ça arrive en France, Paul vous l'a dit, c'est pas du tout sûr que le 30 juin ça arrive en France. C'est certain que ce sera pas là. Sur le site d'Apple, il y a marqué bientôt, alors que sur le site américain, il y a marqué le 30 juin. Soyons attentifs. Voilà, on est un peu déçus, sans dire qu'Apple propose la carte de la qualité. C'est une marque premium. Ça semblait assez logique.
Oui, et en même temps, faut bien démarrer quelque part. J'imagine qu'ils ont tous les masters, tout ce qu'il faut. Bien Et sûr. s'ils les ont pas, il faut tout réingérer. À l'échelle d'Apple, ça doit pas être grand-chose quand même, Julien. Hein. On a Il que- est juste un moment technique. Oui, Rodrigo. La qualité CD, c'est bien, mais il y a mieux. Hein, les masters, c'est pas du tout la qualité CD, c'est au-dessus, en Oui, particulier HD, quand il y a des enregistrements non, mais qui sont en DTS audio, des choses comme ça, donc qui te permettent d'avoir des sons différents, par exemple sur un environnement 5.1. Tu l'as pas en qualité CD, c'est ça. C'est vrai, mais Il aujourd'hui, faut l'audio de la qualité HD, état CD ou voire supérieure. l'audio HD, hein, la qualité audiophile, c'est-à-dire la qualité qui sort du studio d'enregistrement avec les pistes. Du FLAC au minimum. Ouais, le FLAC aujourd'hui, Apple ne le propose pas, Cobuzz le propose. C'est pas parce que c'est un ancien annonceur du podcast que je le dis, mais c'est parce que j'en suis un utilisateur et que je l'apprécie. Encore faut-il avoir les oreilles éduquées pour se faire. Monsieur X, quand vous étiez chez Apple et que Steve Jobs avait présenté le premier iTunes Music Store, la qualité, c'était l'un de ses soucis premiers et qu'il avait mis en avant le fait qu'Apple proposait plus en qualité que les autres sites de peer-to-peer, illégal évidemment à l'époque, et qu'il s'était engagé à ce que de génération en génération, la qualité suive. Ça a été, c'est pas vraiment suivi des faits, Monsieur X. Hein. Non, mais ça, c'est comme la vieille blague de Steve Jobs qui dit d'ici moins de 6 mois, vous aurez les API FaceTime Yeah. pour On pouvoir attend intégrer FaceTime Cédric, c'est dans vos logiciels. Maintenant, passer cette blague, c'est vrai que moi, ça, c'est ma déception avec l'annonce d'Apple Music. Apple a jamais l'habitude d'être moins cher que les autres, et c'est pas le cas une fois de plus ici. En revanche, Apple a l'habitude de faire de la qualité, et la bonne qualité, moi je rejoins Julien là-dessus, ça aurait été un petit peu la qualité au-dessus, au moins du 320. Alors je veux bien qu'ils aient vraiment du temps pour mettre à jour leur service de streaming ou les fichiers qui servent à être vendus et téléchargés sur iTunes, mais c'est pas un problème de temps. Ils n'ont même pas annoncé ou parlé du futur vis-à-vis de ça. Ils auraient pu dire 30 millions de titres disponibles et un premier million avec une qualité supérieure. Là, il n'y a que dalle. Il y a que dalle. Contrairement à Or, Deezer, ils ont acheté récemment. qualité, CD aujourd'hui. Ils ont racheté récemment Beats, qui n'était pas que le service de streaming qu'on connaît, mais aussi du matériel audio qui se vend lui aussi plutôt en haut de gamme. Et ben, vous prenez un casque plutôt haut de gamme de chez Beats dans n'importe quel Apple Store, vous écoutez du 256 et vous écoutez du 320 avec peut-être votre service préféré Cobuzz. Aujourd'hui, même avec un bon casque audio, on voit très bien les différences. Et c'est encore plus vrai, évidemment, sur des musiques ont moins de basse, en général, comme le classique. Hein. Tout le monde n'écoute pas du Pierre Boulez. Et ça, c'est la grosse déception. Ça me fait un peu chier parce que vraiment, dans la chaîne musicale, tout part de la source. Et voilà, donc ça m'embête. Ouais. Vraiment, c'est peut-être la chose qui va faire que j'irai pas tout de suite sur Apple Music. Ou alors que je vais conserver mon abonnement Cobuzz, parce que là, c'est quand même autre chose pour écouter, par exemple, de l'opéra. Rodrigo, toi qui est justement équipé en ampli haute fidélité et j'en passe, en Macintosh, donc qui est vraiment le summum de l'audiophilie. Pas les ordinateurs, hein. Non, je On parle précise. des amplis. Tu sens la différence quand tu passes un CD. Macintosh Labs. Ouais, quand tu passes un CD, quand tu passes un simple MP3, ça saute aux oreilles, quoi. Donc la qualité, ça va dans le sens de l'histoire. On l'a vu dans la vidéo, la HD. Pourquoi la HD n'arriverait pas dans l'audio, Rodrigo? C'est une très très bonne question. Pourquoi est-ce que la HD n'arriverait pas? Il y a plein de raisons. Les sources, toutes les sources récentes sont en master audio HD, probablement. Les sources anciennes ont dû, depuis l'apparition du CD, être renumérisées, puis régulièrement on renumérise. Vous le constatez souvent avec les Blu-ray. Souvent les Blu-ray sont repassés à partir des bandes son pour les films, donc c'est le même pour le son, sauf qu'il y a beaucoup plus de films. Donc probablement il y a suffisamment de sources audio. Je ne connais pas assez bien ce marché pour vous le dire, mais probablement assez de sources audio. Dans le transport, ça prend de plus en plus de place à envoyer. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais ça va. Vous voyez, Spotify, on le dit très très peu, mais Spotify, c'est parti au départ de la technologie peer-to-peer. Daniel Yek, le fondateur de Spotify, avait été impliqué sur MicroTorrent, ce petit logiciel de transport du torrent. Ouais. Donc c'est pour ça que ça démarre très très vite. Quand vous démarrez un morceau sur Tidal aujourd'hui, c'est très très lent à partir si c'est un morceau que les gens n'écoutent pas régulièrement. Donc là, il y a peut-être un petit peu d'engorgement sur la partie distribution. Après, pour le matériel, pour le lire, moi j'ai des fichiers audio que je ne peux pas lire, sauf à avoir des lecteurs spécialisés pour les lire. C'est pas encore mainstream du tout.
Donc soit vous mettez du VLC, ça lit presque tout, soit vous trouvez des gestionnaires de musique HD qui sont pas mal du tout, mais qui sont pas du tout. Ensuite, c'est compliqué d'entendre la HD. Quand tu me dis c'est évident, en fait c'est pas évident et on sait pas le dire pourquoi. Le meilleur exemple, c'est quand vous allez sur le site de Tidal et écoutez ce que c'est qu'un son en 320 et écoutez ce que c'est qu'un son en 1441. Et en fait, ils vous font entendre la différence des deux en supprimant le son principal. Donc ils vous font entendre que l'information qu'il y a en plus. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a un petit peu plus de basse, il y a beaucoup plus de richesse dans le bas, il y a beaucoup plus dans les hauts, parce que c'est pas compressé. La compression, c'est en filtre. Et on sent pas la mais la plupart des gens métallique, propre au 320. C'est sur les bonnes enceintes, on le sent. Il y a plus de détails, mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas forcément parce qu'on est habitué à ça. Souvent, ce que l'on fait, c'est que l'on monte le son et on se dit tiens, ok, j'entends mieux. La hi-fi, c'est très bien à bas volume. Mais c'est surtout super maintenant quand on a du son spatial. Donc on a plus de 2 enceintes, on n'est pas seulement en hi-fi. Et on se rend compte, par exemple, j'ai Super Audio CD, donc SACD, Dire Straits ou Pink Floyd, on écoute des trucs super, quoi. Les instruments sortent d'une enceinte ou d'une autre. C'est top. Donc la source d'abord, le transport on va le régler et ensuite je suis pas sûr que les gens soient prêts à payer beaucoup. Ils ont dû faire l'étude de marché, tu vois, pour pas le sortir. Alors, je vous rassure, ça prend de la place à streamer, quoi. C'est le vrai problème. Rodrigo n'a pas bu ce soir, c'est simplement la connexion Hangout ce soir de Google qui a quelques soucis, qui défend un petit peu sa voix. Donc il est bien ça, enfin j'espère, Rodrigo ce soir. Mais pour rebondir sur ce que tu disais sur la qualité, effectivement il y a 2 points pour conclure. Mais j'ai rien vu depuis l'Espagne samedi. Je te crois sur parole. Il y a 2 points sur lesquels il faut revenir et insister concernant la qualité, c'est que avant de parler de qualité HD, il faudrait déjà peut-être qu'Apple propose de la qualité CD, ne fût-ce qu'en téléchargement. C'est pas le cas à l'heure de la qualité d'iTunes n'a pas évolué depuis des années. Et puis pour la qualité HD, c'est vrai que c'est plus compliqué pour l'écouter, ne fût-ce qu'avec son iPhone ici, parce que si vous branchez directement votre prise jack, il est incapable de retranscrire la qualité et la précision de la qualité HD. Il faut des casques spéciaux numériques à brancher sur le Lightning et effectivement, il faut remplacer son casque. Et c'est un coût mais d'un autre côté c'est un écosystème à développer, c'est encore plein de sous à gagner pour Apple et je ne comprends pas pourquoi il ne s'y lance pas. On peut penser que ce sera le 2e étage de la fusée. L'autre déception en ce qui me concerne, parce que j'en ai parlé en préparant cette émission avec quelques spécialistes du secteur, le fait d'être en 256 c'est embêtant. Pourquoi ? Parce que c'est devenu la norme du marché et que demain vous voulez développer, vous êtes un artiste et vous voulez développer de la super qualité HD, on vous dit non, il faut du 256 pour iTunes. En gros, ne t'embête pas. Et les sites, notamment comme Cobuzz, qui veulent développer de la HD, ont les pires difficultés de trouver des sources à ce format-là, parce que les maisons de disques s'en tiennent uniquement à la norme qui est iTunes. Dernier point pour conclure cette émission, il y a beaucoup eu de bruit autour d'un possible abus de position dominante chez Apple. Le New York Times notamment a révélé qu'ils auraient contacté Universal, pour ne pas le nommer, la maison de disques française, pour les contraindre d'arrêter ou du moins limiter les droits sur les offres de streaming gratuits. Alors messieurs, est-ce que pour vous, Apple est en abus de position dominante aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore un risque de procès comme il y a eu il y a quelques années sur le livre numérique également ? Ou encore, c'est juste du bon sens ? Aujourd'hui, le gratuit, c'est en train de tuer la musique. Mais non, c'est pas le gratuit qui tue la musique. Alors c'est quoi ? C'est que les gens veulent pas payer pour de la musique. Mais pourquoi les gens ne veulent pas payer, Julien ? C'est parce que c'est gratuit. Si tu offres, on le connaît très bien dans le métier de la presse, et on l'a vu pendant des années. À partir du moment où tu offres de l'information gratuite, pourquoi quelqu'un va te donner de l'argent pour avoir l'information payante si tu peux l'avoir gratuite à côté par des recherches Internet ? Et on voit qu'aujourd'hui, l'ensemble des plateformes d'information majeures en matière de presse passe au payant. Donc si tu habitues les gens à dire que la musique n'a pas de valeur, comment tu veux que les gens rémunèrent les artistes ? Moi personnellement, je ne comprends pas. Ça me semble du bon sens. C'est pas que la musique n'a pas de valeur. C'est que. Qu'est-ce que c'est alors ? Et c'est ce que disent les plateformes de streaming. Ils disent on fait du gratuit, que notre concurrent, c'est pas quand on fait Spotify, c'est pas Deezer ou Apple. Le concurrent, c'est le téléchargement illégal, c'est le streaming gratuit illégal, fini, etc. Tu le sais bien, Julien. Tu le vois bien. Mais c'est absolument pas fini. Mais c'est absolument pas fini parce que nous, on vit dans un monde où on achète ces trucs-là, mais c'est absolument pas fini. Donc on offre la musique pour contrer le téléchargement. Mais on l'offre pas. On essaie de trouver de l'argent quelque part. Mais regarde YouTube. On le trouve pas. YouTube, il gagne de l'argent aujourd'hui, Julien, franchement.
Non. Ils le disent pas. Mais non, ils ne disent pas, ils n'en gagnent pas. Je te le dis, voilà. Mais on est bien passé pour un, Mais ils le disent sur pas, un refait le bac. Quand on voit les commissions qu'ils nous reversent sur les musiques, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Et vu les connexions qu'il y a sur un refait le bac, quand ça marche, eh bien, on est loin du compte. Non, franchement, moi je comprends pas. Peut-être la vidéo. Bon, alors imaginons que toute la musique de tous les services devienne payante. C'est ce qui se passe chez Apple. Hein. YouTube est payant, Apple est payant, Deezer est payant, Spotify est payant, il n'y a rien de gratuit. Moi, je vous annonce une catastrophe intergalactique. C'est-à-dire C'est-à-dire, les gens vont dire il faut uniquement payer pour accéder à ça. Donc je télécharge à mort. On s'en va. Mais la valeur ajoutée du streaming, elle est quand même évidente par rapport à... Oui, mais la fin justifie les moyens. Oula, et pas de Machiavel comparé à Spotify. Il y a quand même un truc, moi qui suis quand même d'une génération, on a énormément piraté. Hein. Franchement, on se l'a donné au début des années 2000. C'était quand même ma génération et celle de mes grands frères qui ont le plus piraté. On a connu LimeWire, tout ça. Napster, c'était plutôt mes grands frères. On y a quand même... LimeWire, mon Dieu. Donc on y a quand même bien été. Puis iTunes est arrivé et d'un coup, on a pu, avec les cartes cadeaux iTunes, s'acheter un peu de musique, 10 morceaux par-ci par-là. Puis il y avait enfin une offre légale de voilà, c'est-à-dire qu'en plus, c'était plus agréable, on prenait moins de risques, on pouvait choisir. Donc, et après est arrivé le streaming. Et je me rappelle très bien des premières offres Spotify et on se disait, et en plus c'est ça qui est assez pervers avec le streaming, c'est que c'est débité d'une carte bleue, on ne voit pas ces 10 € partir ou presque, et on a l'impression que tout est gratuit et que tout est devant soi. Donc s'il y a quelque chose à faire sur le streaming, mais le téléchargement aujourd'hui, vraiment pour être de la génération qui a le plus piraté, c'est beaucoup moins, c'est moins facile aujourd'hui, on trouve moins de choses, c'est plus emmerdant. iTunes c'est quand même aujourd'hui, même s'il est en perte de vitesse, une porte grande ouverte sur la musique pour pas cher, même si on n'a pas de carte bleue liée à son compte. Et Apple, là, propose quelque chose, c'est qu'elle va peut-être faire migrer ces 500 millions de cartes bancaires qui aujourd'hui achètent 1, 2, 3 morceaux par mois à 10 € par mois sur plusieurs années. À payer, et faire comprendre que la musique, ça a une valeur, qu'il y a derrière des artistes qui bossent et qu'il faut les rémunérer. Évidemment. Mais sinon, Olivier, c'est un combat d'arrière-garde. Olivier, c'est un combat d'arrière-garde que tu essayes de mener, autant pour la musique que pour ton métier de journaliste. Tu as ce discours-là avec ma fille aînée, par exemple, que tu connais. Elle va te regarder et elle va te dire, mais Olivier Friguera, tu me parles de quoi? Tu me parles de l'ancien monde, là. L'information est gratuite, la musique est gratuite, la vidéo est gratuite. Je suis pas d'accord, moi, YouTube est gratuit, mais les contenus à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les films ou les blockbusters, ou les séries, on le voit très bien avec Netflix, quand tu vois la différence entre Spotify et Netflix. Spotify 60 millions, mais 16 millions de payants. Netflix 80 millions de payants. Donc on voit bien que... Blâme. Une arme, oui, mais il faut faire payer les gens. Et moi, ça me semble la logique, encore une fois. Oui, mais il faut leur donner quelque chose de plus que ce qu'apporte le gratuit. On en revient à cette équation qui est difficile à trouver. On est d'accord. Donc c'est quoi? C'est l'instantanéité. La profondeur de catalogue. La profondeur de catalogue, c'est aussi la musique. Toute la qualité. Musique. La qualité et la facilité à trouver. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand tu veux pirater, hormis les blockbusters, un album audio, pour le commun des mortels, c'est pas si facile que ça. Donc, il faut continuer à tirer la corde. Qualité, profondeur de catalogue, facilité d'accès, jouer au prix le plus juste. Et c'est sur cette valeur ajoutée supplémentaire, au-delà de simplement j'accède à la musique qui me plaît, ça te permettra de vendre et de vivre. Mais si le discours continue à s'opposer sur gratuité versus piratage, c'est déjà perdu, puisque la génération qui nous suit n'a pas ces référentiels-là. Les médias sont gratuits. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour éduquer les gens. Ce sera le mot de la fin et on passe tout de suite au concours de notre partenaire, la Société Générale. Après l'Apple Watch la semaine dernière, cette semaine, la Société Générale, en marge du lancement de leur application mobile pour iPhone, Android et pour Apple Watch, vous offre cette semaine une HD Box sur musique, 5 accès en streaming illimité, une coque de protection iPhone, un casque audio, un chargeur de secours pour smartphone et une clé USB. Pour participer, il vous suffit de répondre directement sur le compte de la Société Générale, LG-vous, qui s'inscrit en bas de l'écran, à cette question. La question, la voici. En quelle année la Société Générale a lancé son site iPhone? En quelle année la Société Générale a-t-elle lancé son site iPhone?
Petit indice, c'est un an après la sortie de l'iPhone. Et en quelle année la première appli iPhone est apparue? Un petit indice, c'est 3 ans après la sortie de l'iPhone. Vous répondez directement sur le compte Twitter de la Société Générale SG. Et vous, voilà, l'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Monsieur X. D'abord, je ne sais pas si je vais te faire un coup de cœur, Olivier, parce qu'il y a quand même 3 minutes, tu as dit qu'il n'était pas trop tard pour que j'éduque correctement ma fille aînée vis-à-vis du piratage musical. Non, je dis bien en général. Ne te vexe pas, Monsieur X. Moi, je suis chaud. Mais Désolé, comme je ne suis pas rancunier, j'y vais. Donc, mon coup de cœur de la semaine, c'est un add-on pour votre navigateur qui s'appelle Ghostery, Ghostery, et qui est un peu le complément de Ghost, de AdBlock Plus, dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes. AdBlock Plus, ça bloque les publicités. Qu'est-ce que fait Ghostery en complément? Il bloque les trackers comportementaux. Qu'est-ce que c'est les trackers comportementaux? C'est ces petits bouts de code qu'il y a de plus en plus dans toutes les pages des sites web que vous visitez et qui va vous suivre dans votre navigation sur le site, non seulement pour savoir ce que vous faites très précisément sur le site et éventuellement vous proposer des informations qui sont personnalisées, mais entre guillemets pire, parce que ces marqueurs sont disponibles d'un site sur l'autre, va être capable de tracer votre journée complète sur Internet et de partager ça, on l'espère anonymement, avec des annonceurs publicitaires et autres, mais j'ai un doute. Donc Ghostery, vous allez par exemple dans Firefox de chez Mozilla, vous cherchez cette extension, vous l'installez, et vous pouvez choisir mouchard par mouchard, balise par balise, celle que vous voulez bloquer ou pas, voire toutes les bloquer. Regardez aussi l'histoire de la société qui a mis ça en place. Ce sont des anciens de la publicité sur Internet, donc ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Moi, je crois qu'avec AdBlock Plus et Ghostery, vous pouvez enfin un petit peu reprendre la main sur votre anonymat sur Internet. Donc un bon service à aller voir. Merci Monsieur X, on continue les coups de cœur avec Rodrigo. AdBlock Plus, c'est super, mais ça t'oblige à répondre sur chacun des sites où tu vas à la question sur les cookies. Est-ce que vous savez que si vous pouvez enabler les cookies? Est-ce que vous savez si vous pouvez mettre des cookies? Vous savez que c'est avec les cookies pénible. Donc voilà, c'est le jeu de le chat à la souris. Et voilà, si vous pouvez... J'ai pas ça, moi, Rodrigo, avec ma version. Ah, on va se parler, toi et moi. Allez, ton coup de cœur, Rodrigo. Alors, mon coup de cœur cette semaine, vu que vous pensez que je picole tout le temps, je vais vous parler de flotte. Mais ouais, et je vais vous parler d'un truc que j'ai trouvé sur Kickstarter, qui est une gourde connectée. Non, je parle pas d'une fille, je parle bien d'un... Alors là, tu vas te faire péter les genoux. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est de toute beauté. Élégance. Ah ouais. Ah ouais, le mec classe. La dernière de la saison, il fait fort, le garçon. On prône l'ouverture. Bravo. Allons-y. Excuse-toi. Donc, quelle est donc cette gourde connectée, Rodrigo? J'essaie de m'encadrer. Hein. C'est celui qui a associé la gourde aux femmes qui devrait s'excuser. Moi, je parle d'une gourde qui est le terme exact pour décrire une bouteille d'eau que l'on emporte avec soi. Et en particulier, celle-ci a la forme d'une gourde que l'on peut mettre sur un porte-gourde de vélo. Et l'avantage de cette petite gourde, c'est qu'elle suit votre absorption d'eau, ou votre niveau d'absorption d'eau et votre dépense énergétique. Et du coup, elle bip et elle vous dit qu'est-ce qu'il faut reboire. Donc c'est extrêmement utile sur le vélo. Si vous oubliez, vous ne prenez pas au bon moment. Et sur Kickstarter, ils étaient partis pour chercher 35 000 $. Ils en sont à presque 10 fois plus. Ils sont déjà à 325 000. Donc elle va se faire, cette gourde. Elle existe en plein de couleurs. C'est vraiment une bonne idée, utile, un truc qu'on ne va pas jeter tout de suite, comme les autres objets connectés. Bien, merci Rodrigo. De ton côté, Julien, je peux dire comme les Apple Watch, hein, mais pardon. Quel est ton coup de cœur ce soir, Julien? Alors, ça n'est pas l'Apple Watch, effectivement. Et pour plein de raisons que les gens qui me connaissent. Je vais vous montrer un truc du passé qui est très actuel. C'est ceci. Oh. Ceci n'est pas seulement un casque, c'est un casque Grado SR60E. Grado est une marque de casque qui existe depuis un certain temps, une vingtaine d'années, si je ne m'abuse, qui fait des casques entre 100 et 2500 €. Ah oui. Celui-ci, c'est le modèle de base, qui doit coûter à peu près 100 balles, qui est sorti pour la première fois en 1994. L'année de ma naissance. Qui est constamment remis à jour, existe toujours, et avec votre abonnement Tidal, Apple, que sais-je, c'est un vrai bonheur. Donc c'est vraiment du lourd pour pouvoir... C'est du lourd pour 100 balles. Ouais. Cédric, un grand sort de ce corps. Oui, Cédric, un grand sort de ce corps. Et si je puis me permettre, c'est made by hand in Brooklyn, New York.
D'accord. Donc voilà, vous savez ce qu'il We faut love. pour écouter de la musique de haute qualité, mais il faudra attendre encore un petit peu pour Apple aller plutôt chez Deezer ou chez Qobuz. Quel est ton coup de cœur ce soir, mon ami Paul? Bah, mon coup de cœur, ce sera au terme de ces 2 émissions de découverte. Ça va être iOS 9 pour ce qui m'a appris sur l'iPad Pro. Ouais. Voilà. Donc je triche un petit peu C'est ton gimmick de l'année. et vous aurez le droit de voir les magnifiques claviers cachés d'iOS 9. On va vous les révéler. Voilà, c'est-à-dire qu'on a pas mal de pistes sur ce qui va arriver à la rentrée en septembre prochain ou en octobre, lorsque l'iPad sera présenté. Si Apple présente un nouvel iPad Pro, c'est le pari de notre ami Paul. De mon côté. Juste, je refais plus clair. Ouais. Monsieur X, j'ai fait un coup de cœur détourné sur l'iPad Pro, mais on en reparlera plus tard. Voilà. De mon côté, moi, c'est un service assez original. C'est HP qui fait ça. Si, comme moi, au moment où vous avez besoin d'imprimer vos cartouches d'encre qui sont toujours à vide, il y a une solution qui s'appelle Instant Ink. C'est un service un peu à la iTunes. Vous achetez des petites cartes dans le commerce, vous vous abonnez et vous êtes abonné à recevoir simplement un service de livraison automatique de cartouches d'encre via les imprimantes connectées de nos amis de chez HP qui calculent en temps réel si vous avez de l'encre ou pas. Vous recevez automatiquement des encres par la poste. Vous achetez un forfait, 50, 100 ou 300 pages et vous payez en fonction de ce forfait-là. Vous recevez des cartouches et vous n'êtes jamais à court d'encre parce qu'il y a un algorithme, comme dans Apple Music, contrairement à ce que dit Apple, et il est capable de déterminer votre consommation et vous recevez en temps et en heure l'encre qu'il vous faut pour l'imprimante qu'il vous faut et le tout en plus est recyclé. Ça coûte à partir de 2 à 3 euros par mois, donc c'est assez raisonnable pour 50 impressions à 4 couleurs. Ces données s'appellent donc l'Instant Ink d'HP. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la dernière émission d'ORLM de la saison. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos différents chroniqueurs qui ont été présents tout au long de l'année. Je pense à Cédric, à Fanny qui n'est pas là ce soir. Je pense bien sûr à Rodrigo, à True Mister X, alias Monsieur X, à Julien et à mon ami Paul Rony en plateau qui m'aide chaque semaine à réaliser cette émission, à la préparer. Et croyez-moi, sans lui cette année, je n'aurais pu en faire quasiment aucune. Merci Paul et quant à nous, si vous êtes d'accord, on se retrouve à la rentrée. Au revoir.